Me présenter. Voilà. Mon nom, vous connaissez? Émilienne Massé. J'ai 80 ans. Et j'habite Melesse depuis que je suis née. Mais j'habite ici au Verger depuis mon mariage avec André Massé. Dans ma famille, chez mes parents, j'avais une grande sœur qui était aussi à la ferme. La coutume était que les aînés restaient toujours à la ferme, aidaient leurs parents, garçons ou filles. Donc moi, j'ai voulu un petit peu continuer mes études. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas être institutrice. Déjà à l'époque, on choisissait pas trop le métier d'agricultrice, ni d'agriculteur. André, c'est pareil. Il était l'aîné. Ses parents ont dit, il faut que tu reviennes à la ferme. Et puis pour les filles, c'était pareil. La première, l'aînée, devait revenir aider les parents. Moi, je me disais, il y en a déjà une, deux, ça fera trop, qu'est-ce qu'on va faire? Mais j'aimais mieux le métier d'agricultrice que ma sœur qui y était, et qui avait 3 ans de plus que moi. Elle qui n'aimait pas du tout. Mais moi, j'aimais beaucoup, et je travaillais beaucoup chez mes parents. Les moissons, je travaillais beaucoup, la traite des vaches, tout, je faisais tout. À un tel point que j'ai été institutrice, j'allais au travail à Mobilette et je revenais habiter chez mes parents. Et alors, tenez-vous bien, avant de partir faire la classe à mes élèves, je trayais les vaches avant de partir, le matin. Et quand je revenais le soir, je trayais également les vaches. Et j'ai vraiment commencé mon travail à la ferme, je dirais, fin 63, début 64. Mais alors, complètement par goût, vraiment, parce que j'aimais les bêtes, donc c'est venu sans me poser de questions. Sans me poser de questions. André étant là, on était à notre compte. On avait la ferme à notre nom. La mère d'André étant veuve, on a signé un bail avec elle. Et puis je suis devenue agricultrice, sans trop me poser de questions, mais par goût quand même. Par goût. Quand on s'est mariés, il y avait un troupeau de vaches laitières qui a continué de grossir. On a bien progressé dans la production laitière et on était arrivé à 60 vaches laitières, avec une très bonne production. Mais les bâtiments n'étaient pas conçus pour 60 laitières, puisque la stabulation libre avait été faite du temps de mes beaux-parents, dans les années 50, longtemps avant qu'on ne se marie, mais elle n'était prévue que pour une vingtaine de laitières. Donc c'était un peu compliqué. Il aurait fallu que nos bêtes soient vraiment à l'extérieur toute la journée. Or, la route qui sépare nos terres est un inconvénient aussi pour emmener nos bêtes à l'extérieur. Alors, on s'était dit, on va pratiquer le zéro pâturage. C'est-à-dire, on va chercher le pâturage dans la parcelle et on l'amène, on l'apporte sur l'aire de la ferme, dans des grandes jauges. Mais évidemment, 60 laitières, 60 vaches, c'était un peu juste. La salle de traite aussi n'était pas prévue pour 60. Donc on s'est dit, ça ne peut pas durer, il faut qu'on refasse des investissements, qu'on refasse un nouveau hangar et tout. On a bâti un projet avec un technicien et tout. Il nous a fait un projet, mais il a dit, bon, comme vous allez investir, que ça va coûter, pour bien faire, il faudrait monter à 100 laitières. Oui, d'accord, on monterait à 100 laitières. On n'aurait que de la vache laitière, mais 100 avec une belle salle de traite. D'accord. Il nous fait un projet. Et puis alors, on s'est dit, oh là 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 là. Ça, on est condamné à traire quand même tous les jours, tous les week-ends et tout. Est-ce qu'on ne s'ennuiera pas? Alors, on a eu peur. Et puis, on s'est dit, finalement, il faut qu'on réfléchisse encore. Et juste à ce moment-là, le gouvernement... Peut-être c'était une époque où il y avait trop de lait, je ne me souviens plus trop, mais je crois. Ils ont mis en place une reconversion lait-viande avec prime à l'abattage des bêtes ou prime à la reconversion, c'est comme ça que ça s'appelait. Et on recevait tant par litre de lait.
pour arrêter le lait. Donc nous qui produisions pas mal, 360 000 litres par an, on a reçu une bonne prime qui nous a aidé à construire un bâtiment pour le jeune bovin. C'est qu'en plus de l'élevage de laitière, il y avait aussi les poulaillers. C'est plutôt André qui s'en occupait. On avait des poules au départ, des poules pondeuses, mais pas longtemps, 1 an seulement. Après, on s'est mis à faire du poulet de chair. Donc, on a développé une commercialisation de poulets vivants. Ça veut dire qu'on recevait un lot de poussins tous les 3 mois. D'accord, poussins d'un jour. Bon, alors nourri, tout ça, bon, beaucoup d'attention, beaucoup de travail à préparer le poulailler. Chauffer le poulailler, mettre la litière, mettre les petits abreuvoirs, les petites mangeoires pour les tout petits poussins. Alors ça, c'était mon travail, le travail des femmes. J'étais aidée d'ailleurs par la voisine Janine, qu'on employait 2 jours par semaine. Donc je faisais un parc, plein de poussière évidemment. En pleine journée, ça vole de partout. Je faisais un parc et je triais 5 coques, 3 poulettes. Je portais ça, j'arrivais, je mettais dans une grosse bassine. J'avais acheté une belle balance cubique, la bassine dessus, le poids, d'accord, 30 kilos, tel prix au kilo. J'avais la machine à calculer, la boîte à monnaie, et puis allez, ben vous me devez tant, un chèque, oui, un chèque, là voilà. Et puis allez, partez avec ses volailles vivantes, il partait autour le suivant. Et pendant 1 semaine, mais alors, je sais pas combien j'ai pu vendre de poulets. Et c'était tous les 3 mois. Même après, c'était plus souvent que tous les 3 mois. C'était tous les 10 semaines. Je crois que j'ai quelquefois vendu 5000 poulets comme ça, vivants. Voilà, alors ça, j'ai eu un travail énorme avec ça. Mais ça nous a bien aidé à vivre. Parce qu'on les vendait quand même plus cher qu'à l'abattoir. Ça voulait dire être femme d'agriculteur qui ne payait pas de cotisation pour sa retraite, qui était femme d'agriculteur. Notre cotisation MSA, puisqu'on est tous à la MSA, comment ça s'appelait ? On recevait un appel de cotisation qui était pour notre retraite, mais qui était pour le chef d'exploitation. Et puis nous, on se posait même pas de questions, les femmes. On travaillait, et puis c'est tout. On était femmes d'agriculteurs. Oui. Travailler à la ferme, faire ce qu'il y avait à faire. Faire autant que son mari, hein. Autant. On avait notre part de travail. Mais c'est sûr que dans les années 60, 70, on ne pensait pas du tout qu'on était pénalisé. Hein. On ne le pensait pas. André a pris sa retraite, il a 7 ans de plus que moi. Donc il a repris sa retraite en 95. Donc là, je suis passée chef d'exploitation en 95. Et là, en effet, j'étais agricultrice à part entière. J'ai arrêté en 2006, il me semble. Oui, ça fait 18. On est en 2023, 2006, oui, c'est ça. J'ai arrêté en 2006. Donc j'ai cotisé pendant 10, 11 ans seulement. L'AJAC, dans les campagnes, a été source d'un développement inimaginable. On discutait de sujets de toutes sortes, quoi. Aussi bien de, la place des femmes. Pour qui est-il le plus facile de se libérer, pour l'homme ou pour la femme ? On nous faisait justement réfléchir au statut de la femme, déjà. C'était dans quelles années, ça ? Je dirais dans les années 70, peut-être jusqu'en 82. Est-ce qu'on allait dire, par exemple, dis donc, il y en a marre quand même, et il serait temps quand même qu'on fasse attention à nous ? Non. Je veux dire, on était soumises. Mais chacune, avec sa personnalité, se défendait à sa façon. Non, parce que j'avais quand même le droit à la parole, moi.
ici. J'étais très vite amenée à prendre des décisions. On a rencontré une grosse difficulté dans l'élevage des bovins de viande. C'était une production nouvelle, qu'on ne connaissait pas bien. Et la même chose, le groupement qui nous a pris, c'était pour eux aussi une production nouvelle. On faisait un élevage, une production de viande à partir d'un animal non castré, qui était un taureau, qui n'était pas un bœuf. La production de viande, la bonne viande, c'est du bœuf. Un bœuf castré qui va vivre 3 ans dans une prairie, qui va aller dans une prairie. Pas nous, c'était pas ça. C'était un veau mâle qu'on faisait grossir jusqu'à l'abattage. Le taurillon était nourri uniquement à l'ensilage de maïs. Il aurait pu être nourri autrement, avec de l'ensilage d'herbe. Mais c'était beaucoup plus productif d'avoir du maïs. Le maïs donne je ne sais plus combien de tonnes de matière sèche hectare, alors que l'herbe, il faut passer plusieurs fois. Une année sèche, tu récoltes pas grand-chose, il faut faire l'ensilage. Donc c'était beaucoup plus simple de cultiver du maïs qu'on mettait en ensilage dans des tas, dans des gros tas sous bâche. Et après, on complémente avec du soja, importé du Brésil. Mais c'était comme ça. Et là, mais on a eu beaucoup de problèmes dans l'élevage de ces animaux-là. 0 à 3 mois, déjà, les veaux concentrés, ils arrivaient d'un peu partout. Problème sanitaire entre eux. Ils se mettaient à tousser, tout. Des piqûres. Aux veaux, je ne sais pas combien j'en ai fait. Après, ils avaient passé le cap des 3 mois, donc pré-engraissement. Là, ça allait mieux. Et après, changement de bâtiment, les mettre dans le grand bâtiment sur Caillebotis. Est-ce que notre bâtiment était bon? Je n'en suis pas sûre. Il y avait trop de volume, ils étaient froids, rebelote, ils se remettaient à tousser, à attraper des comment on appelle ça, des congestions pulmonaires. Et si tu prends pas à temps, 3 jours après, vraiment, j'ai un mauvais souvenir. Et je me disais, mais pourquoi on a arrêté le lait? Pourquoi on a arrêté le lait? J'aurais préféré traire matin et soir, je peux te le dire. Ouais. Et puis après est arrivée la vache folle, l'histoire de la vache folle, chute des prix. Catastrophique, on n'arrivait plus à vendre nos animaux. C'était, je ne sais plus en quelle année ça. Oh là là, la vache folle, dès qu'on ouvrait la télé, voilà, les cantines de Nantes, de Rennes, tout ça, on supprimait la viande aux enfants des cantines. On n'arrivait plus à vendre notre viande. Notre coopérative a trouvé un débouché, je crois que c'est en Syrie. Nos animaux sont partis vivants sur un bateau, vivants. Sur un bateau, notre technicien les a accompagnés. Il dit, je fais le voyage avec les animaux, je vais leur donner un... Oh là là, incroyable, incroyable. Il fallait trouver un débouché. Nos animaux, ils étaient bons à abattre. Et en France, il n'y avait plus. On n'avait plus de débouché. La production de taurillon nous était déficitaire sur la ferme. Déficitaire, oui. Ah oui, c'est les poulaillers qui nous ont sauvés financièrement, hein. Donc j'aurais pu avoir le statut d'agricultrice à part entière, sûrement. Mais je n'ai jamais pensé à revendiquer. L'agriculture aujourd'hui, c'est que surtout, qu'on essaie de les comprendre. C'est sûr, on va nous dire qu'on fait qu'il y a des trop grosses unités aujourd'hui. Tu vois, l'émission d'hier soir, je me dis, il devrait bien écouter pour savoir pourquoi déjà on a produit beaucoup à une période où on nous a demandé de produire beaucoup. D'accord, on fait marche arrière un peu, mais maintenant aussi qu'on laisse le temps aux gens, aux agriculteurs de s'acclimater et de faire une transition, quoi. Mais c'est ce qui se fait, c'est ce qui est entamé. Le processus est entamé, je trouve. Nourrir les gens. C'est ce qu'on voyait hier dans le film, en 1946, quoi, que la France n'avait pas de quoi nourrir les Français.
et que De Gaulle est intervenu. Il dit l'agriculture, c'est la première chose à relancer, l'agriculture. Vraiment, ce qui est le plus important dans la vie, de se nourrir. Ben oui, on a oublié ça. Hein. J'ai été très heureuse dans mon métier d'agricultrice. J'étais très heureuse. J'ai beaucoup aimé. La preuve, c'est que je ne peux pas m'empêcher que de gratter la terre autour de la maison, gratter dans le jardin. J'aime la terre. J'aime ça.